Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos où on va découvrir des métiers à droite à gauche, de préférence artisanaux, mais ça peut être toutes sortes de choses. Et pour cette première série, on se retrouve à Pontarlier pour aller chez un coutelier, les Lames du Comté, et on va tout de suite retrouver Julien dans son atelier. Alors Julien, on se retrouve dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite déjà? Ça va être Une très grande visite même. Une très grande visite. très Je grande pense que visite. tu as la journée pour faire le tour. Ah bah là, on a tout le temps qu'il te faut, si tu as besoin. Donc ça va être très vite. Hein. Comme tu l'as remarqué, c'est très petit, c'est 9 mètres carrés, ce qui est suffisamment grand pour moi tout seul. Bon, là aujourd'hui, on va se marcher un peu dessus, mais tu vas voir. Oui, c'est sûr. Ouais. On va faire avec. Ouais, ça va être sympa. Franchement, ça va être sympa. Donc, on va commencer déjà par tout ce qui est équipement. Donc, j'ai une petite enclume. Donc, ça, c'est ma première petite enclume qui est ici. J'en ai une plus grosse qui est à côté pour tout ce qui va être travail vraiment de forge. Celle-ci, je la garde pour tout ce qui va être rivetage, tout ce qui va être petit travail de redressage et autres. Petit étau. Dernière machine qui vient de rentrer, enfin, un backstand de coutellerie. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un backstand? Attends, je vais me mettre par là parce que la lumière dans la tronche, c'est pas terrible. Tu es si lumineux. Oui, on va éviter. Donc un backstand, c'est une ponceuse professionnelle, c'est une ponceuse avec laquelle je vais faire toute la géométrie de toutes mes lames, c'est-à-dire tout ce qui va être les angles pour préparer les coupes, les formes et autres. Elle a plusieurs positions, donc je peux travailler plusieurs formes avec. Je peux faire des arrondis, je peux faire des plats, je peux faire beaucoup de choses. Et c'est 90%, on va dire, du travail de fabrication d'un couteau. Ok. Voilà, ça se passe là-dessus. Enfin, elle est là. Four de forge Vévor. Qu'est-ce que je dirais? C'est Deville Forge, pardon. Vévor, c'est celle-ci. Deville Forge, donc four à gaz. À gaz, ouais, donc c'est pas... parce qu'on part, généralement, quand on imagine une forge, on s'imagine soit du charbon, du bois, enfin vraiment avec des grosses flammes venant d'en bas, généralement. Alors, il y a plusieurs styles de forge. Il y a la forge charbon, dite ancestrale. Donc là, c'est vraiment l'imaginaire collectif dans le médiéval et autres, où les mecs, ils ont des bras. C'est des taureaux. J'en ai déjà vu, le gars, il était vieux, il était comme ça. Il avait des muscles qui n'étaient pas censés exister. C'est très physique, hein. La forge charbon, c'est très physique. Aujourd'hui, la coutellerie qu'on a, elle est quasi industrialisée, on va dire ça, entre guillemets. Mais traditionnellement, c'est un marteau, c'est une enclume, c'est le feu. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première style. Le deuxième style, ça va être justement le gaz, qui lui est moins énergivore, moins salissant. Voilà. Oui. L'inconvénient de ça, c'est qu'on ne peut pas travailler l'inox. Ouais, on ne peut pas tremper l'inox, pardon. Parce que l'inox se trempe à une température que cette petite bestiole-là n'atteint pas. Donc c'est pour ça qu'il y a la troisième sorte de four de trempe, qui est le four électrique, où là, justement, on peut chauffer. Il n'y a pas trop de limite, quoi. On peut faire tremper de l'inox. Un petit touret que je me sers pour le polissage. Perceuse à colonne, évidemment. Là-bas, j'ai une petite taraudeuse manuelle pour être bien droit. Alors, la partie exposition, elle est surtout là pour... Ouais, elle est là, quoi. Donc, voilà. Un couteau que tu fais sur mesure ou en fonction de ton imagination. Oui, bah après... Parce qu'il n'y en a aucun qui se ressemble, tu fais pas de série, quoi. Tu te dis pas, tiens, je vais faire une série de 10 couteaux exactement pareils que tu rends. Alors, j'ai des séries. T'as des séries? Ouais. Bah, par exemple, la vachette, c'est un petit couteau... Non, la vachette, c'est celui-ci. Voilà. Tac. Tac. Alors, l'étiquette va tomber... Ah, même pas. Elle est gentille. Donc, la vachette, voici. Pardon. Vas-y. Avec le bois, du coup, qui est... Alors, ça, c'est du... boulot. Boulot ou peuplier, je ne sais plus. Ah bah bravo. Bah ouais, moi, tu sais, je vais te dire, quand t'as autant de bois que ce que j'ai là, à force de les travailler, hop, c'est du boulot. C'est du boulot. Donc là, on est sur du bleu parce que on sort de Mars, hein, donc Mars bleu. Ah oui, effectivement. Voilà.
Et pour octobre, le manche était rose. Ah ouais, c'est marrant. Voilà, donc je fais des petites séries comme ça, justement, avec les couleurs qui font le mois. Déjà, est-ce que tu peux présenter ton métier de coutelier? Alors, mon métier de coutelier, il va être différent d'un atelier à l'autre, d'un coutelier à l'autre. Mais au final, on a les mêmes bases, on travaille tous à peu près de la même manière, et on suit tous le même procédé de fabrication pour une lame. On va commencer par une feuille et un crayon. On va faire un dessin. Une fois qu'on a fait son dessin, on va décider de la matière. La matière va être décidée selon l'utilité du couteau. On va travailler cette matière, que ça soit à la forge, marteau enclume, on fait chauffer, on martèle, on lui donne la forme. Ou alors, on fait ce qu'on appelle du stock removal, c'est de la découpe dans une feuille d'acier. Ok. Il y a les deux parties sont louables. Ok. Et après, on fait la trempe, la fabrication du manche, et on a un couteau. Donc c'est toujours la même chose, mais toujours différent. Ouais. On fait la même chose, mais différemment à chaque fois pour chaque couteau. Et donc, tu fais aussi des cuillères à absinthe. Eh oui. Mais ça, justement, c'est une activité que je lance depuis un bon petit moment, déjà. Ouais. Et enfin, j'ai un modèle qui plaît, et enfin, je peux commencer à dire je fabrique des cuillères à absinthe. Ouais. Et donc, cette cuillère à absinthe, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. On va préparer un petit travail, un gros travail même, j'ai envie de dire. J'aime bien ce sourire que tu fais. Bon, après, tu vas aimer la journée. J'en doute pas. Tu vas aimer la journée. Vous l'aurez compris, le défi du jour avec Julien, fabriquer une cuillère à absinthe de A à Z. On laisse le couteau de côté, trop long et beaucoup trop dangereux à fabriquer, pour se pencher sur le savoir-faire précis de sa dernière création. Sachant que du coup, on parle de coutelier, donc j'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais des cuillères à absinthe qui n'a en gros rien à voir avec les couteaux? Alors, le métier de coutelier, il est classé dans l'art de la table. L'art de la table, il n'y a pas que le couteau, il n'y a pas que la fourchette, il n'y a pas que la gastronomie, il y a tout ce qui va autour. Et moi, en tant que coutelier, je peux faire autant des couteaux, je peux faire autant des indispensables, comme je te l'ai déjà dit, c'est tire-bouchon, pic à fondu, décapsuleur. Et l'objet traditionnel. L'objet traditionnel, à Pontarlier, la plus belle des traditions, ça reste l'absinthe. Donc, évidemment. Donc, en tant que coutelier qui sait travailler le métal, je vais fabriquer la compagne de la fée verte, sa cuillère. Sur tout projet, que ça soit industriel, artisanal ou complètement artistique, on commence toujours de la même manière. C'est-à-dire une feuille blanche, un crayon de papier. Voilà, c'est ça. Donc un croquis, on commence à dessiner, on voit ce que ça donne et ensuite on le peaufine. C'est exactement ça. Eh ben allez, on peut commencer. Je te sors le matériel. Magnifique dessin. Voilà, donc maintenant tu peux te mettre à table. On va voir mes compétences exceptionnelles en dessin. Tu peux tricher au maximum. T'es en vidéo, c'est ta vidéo, donc derrière c'est toi qui vas faire le fait de... Après moi je trouve ça plus sympa vraiment d'essayer de faire de manière le plus honnête possible. Si on veut faire le plus honnête possible, tu me caches ça alors. Oh. Allez, vas-y, amuse-toi. Attends, tu veux vraiment que j'essaie une cuillère? J'ai appris à quoi elle ressemble la cuillère. Ah man, allez. Tu vas voir, mes compétences en dessin sont incroyables. Je ne sais même pas faire un trait droit. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça. Dessiner, ça s'apprend. Dessiner, ça s'apprend. Oui, tout s'apprend, c'est sûr. Putain, c'était des vagues. Comment on fait les vagues? Pense à... c'est plus une feuille que je suis en train de faire. C'est un croquis, c'est une idée. Pour l'instant, c'est une idée. Bon, là, on est plus sur les pieds de blé. Mais, oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut, ça reste du végétal, c'est... Pourquoi pas? Après, une cuillère à absinthe... Il faut que ce soit déjà beaucoup plus large sur les côtés. Pas forcément. Faut qu'elle respecte certains critères. Ouais. Comme quoi? Oula. Tu veux vraiment que je te fasse un cours sur pourquoi la cuillère à absinthe est comme ça? On me posera la question tout à l'heure, mais tu peux m'expliquer en vite fait là? Alors, tu as deux critères sur les dimensions à prendre en compte. Le premier, c'est sur la pointe et le repose. Ouais, là, du coup, il faut un petit creux, là, creux. Il faut que ça, le verre, puisse aller en dessous. Sachant que les verres absinthe ont tous la même taille à peu près. Ils sont entre 17 et 18 cm de diamètre. D'accord. J'ai un verre qui est ici.
Enfin, c'est pas 17 et 18, qu'est-ce que je raconte? C'est entre 7 et 8. Wow. Ah oui, on est beaucoup. Oui, c'est entre 7 et 8 cm, c'est pas entre 17 et 18. Oui, j'en suis loin. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va déjà commencer par faire, quand on fait du dessin technique, déjà par mettre des échelles. On va déjà commencer par mettre des échelles de longueur. Pourquoi? Parce que derrière, ça va nous permettre de pouvoir calibrer réellement notre dessin. Okay. Là, on va avoir la longueur du manche. Là, on va avoir la longueur de ce qu'on appelle la pelle. Donc, la pelle, c'est la partie qui est décorée, généralement, qui est tout ajourée sur une cuillère à absinthe. Chez moi, une cuillère à absinthe, entre la pointe et la fin, elle fait 150 mm. D'accord. La largeur de la pelle, elle fait 40 mm. Donc, dans un carré à peu près comme ça, et je suis sûr que mes 40 mm ne sont pas trop mal, mes 40 mm sont pas trop mal, et mes 15 sont pas trop mal non plus. Oui, on précise. Hein. Donc ici, on va avoir une sous-catégorie qui est pour le manche. Okay. Là, on va avoir une deuxième catégorie, une troisième sous-catégorie qui est pour le repose. Et là, après, tu peux t'amuser à te dire, tiens, voilà, je vais faire ma cuillère dans ce périmètre-là. Okay, d'accord. Tu peux arriver avec des vagues, vu que tu voulais faire des vagues. Bon, là, je fais ça vraiment à main levée, vraiment à main levée. Donc, ici, on est toujours sur une pointe. Okay. Enfin, du moins, sur mon modèle à moi. Ah oui. Parce que derrière, tu peux très bien faire un rond complètement. Ouais. Hein. Donc, ça tient, c'est plus important. Voilà. Donc là, faut vraiment peaufiner ça, faut vraiment... Et là, toi, ce que je verrais bien à la vidéo, c'est la musique... Le Grand Bleu? Non, pas le Grand Bleu, mais la musique... une musique hyper entraînante, puis t'as un effet d'accéléré et autres, tu fais que des croquis. Genre à la Rocky Balboa. Spider-Man, la première fois qu'il a dessiné son costume. Ou un truc comme ça, ou à la Rocky Balboa quand il s'entraîne et tout. Enfin voilà. De sortir la fameuse cuillère. Oh, voilà, ce que j'ai réussi à dessiner. Non, après, voilà, c'est... Donc là, celle-là, tu l'as faite à main levée, celle-là. Alors, celle-ci, donc là, tu m'as envoyé le... Nous, on t'a envoyé du coup le modèle là. Le design. Avec, on t'a dit des sortes de vagues sur le côté. Voilà. Donc, j'ai repris, à main levée, celle-ci, j'ai repris la forme de ma cuillère Dryade. Ok. Et j'ai repris... dans les grandes lignes, ce que tu m'as décrit, c'est-à-dire des vagues, quelque chose, et je l'ai fait à main levée. Bon, l'extérieur est très ressemblant sur une cuillère qui existe déjà, sur l'extérieur, hein, c'est les culs de chêne. C'est pas un souci vu qu'on a le design qui est complètement différent à l'intérieur, mais elle s'y rapproche beaucoup quand même. Ok, ah ouais. Elle s'y rapproche vraiment beaucoup. Du coup, vous n'êtes pas du plagiat parce qu'on nous on s'y connaît pas en absinthe. Non, mais c'est pas un plagiat, c'est une adaptation de la forme extérieure avec une personnalisation à l'intérieur. Un plagiat, c'est refaire exactement la même chose. Oui, bien sûr. Là, on est complètement différent. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, par rapport à ton design, donc je sais pas si tu feras un insert ou pas du design que tu m'as envoyé. Tu remarqueras que j'ai dû faire quelques petites modifications sur ton design, notamment ici et là. Ah oui, pour pas que ça se touche et que ça fasse un trou et que ça tombe en fait. Exactement. Exactement. Ok. Il faut des points d'accroche. Oui, c'est la... Comment on appelle ça? En peinture, on utilise souvent ça. Des pochettes. Pochoirs, hein. Les pochoirs, voilà, c'est ça, c'est comme des pochoirs en fait. Donc effectivement, si tu fais un trou complet, ça tombe. Ça fait juste un gros trou. On va faire un pochoir, ni plus ni moins. Oui, en soi, c'est ça, oui, ce qu'on va faire. Parce que là, donc, on est sur le premier croquis.
On va noircir, bon après tu peux t'amuser à vraiment faire un dessin absolument total et autres, où tu vas le rendre le plus réaliste possible, où tu vas vers un plan, on va dire, présentable, du dessin technique et autres pour vraiment présenter un objet, comme je l'ai fait moi pour ma dryade que j'affiche là-haut. Là, dans la pratique atelier, ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Ok. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller aussi loin. On va légèrement noircir les parties qu'on va découper pour les sortir vraiment visuellement, les faire ressortir. Ensuite, on va découper la forme extérieure. Et ça, on va s'en servir comme pochoir directement sur la cuillère, sur l'acier, enfin sur l'acier, sur le laiton, parce qu'on va faire ta cuillère en laiton. Sinon, on est là encore pour la semaine prochaine. Et avec l'acier, on va venir découper, suivre les traits, comme si on venait colorier finalement le dessin. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier, dans cet artisanat? Alors, moi je suis tourneur-fraiseur de base. J'ai un diplôme en microtechnique que j'ai fait au lycée Edgar Faure. J'ai quasiment toujours, à part au tout début de ma carrière, mais j'ai toujours travaillé l'acier. J'ai eu plusieurs postes dans différentes industries, et ces différentes industries ont fait que, prises indépendamment les unes des autres, j'ai appris par cœur la fabrication d'un couteau. Et lorsque je suis arrivé fin 2019, début 2020, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu, hein, et j'ai dû m'occuper comme j'ai pu. Et ça a été du jardinage, après ça a été la fabrication de petits outils pour le jardinage, pour s'occuper durant ces longues journées d'enfermement. Et à un moment donné, voilà, ça a été le couteau. Et à force, on m'a dit, tiens, ce serait pas mal de... J'en veux un. Oui, je peux pas te le vendre, j'ai pas le droit. Après, tu fais un petit échange sans en parler plus que ça. Ça a été beaucoup de cadeaux. Oui, aussi, ça marche bien. Ça. Après, c'est vrai qu'il faut forcément avoir des droits, une autorisation, je pense, pour vendre des couteaux. Il faut déclarer, oui. Bien sûr. Si, imaginons, tu as une boutique à toi, tu vends quelque chose, par exemple que les cuillères absinthe, et que tu veux vendre des couteaux, tu dois avoir une autorisation ou juste déclarer ce que tu vends? Alors, moi, faut savoir une chose, c'est qu'en France, tout le monde, à part, récemment, avec la dernière loi du dernier Premier ministre, là, Bayrou, toute personne en France a le droit de fabriquer son propre couteau. D'accord. Donc, chez moi, je peux faire mon propre couteau. Oui. Okay. Par contre, le vendre, ouais. Si t'as pas un numéro SIRET, c'est mort. T'as pas le droit. Donc, tu es obligé de monter une entreprise pour pouvoir vivre, commercialiser déjà ta création. Mais tout le monde a le droit de fabriquer un couteau. Et là, c'est la partie, on va dire, mal de crâne. Ah oui, carrément? C'est si difficile que ça? Ouais. C'est, imaginez un projet à partir d'une feuille blanche. Ouais, c'est sûr, oui. C'est 50% du travail. Parce que quand tu fais la cuillère, donc elle a toujours à peu près la même taille, etc. Mais du coup, tu changes les motifs autour, tu changes le milieu. Regarde, ça, c'est la cuillère qu'on fait avec toi aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est ta cuillère habituelle. Ça, c'est ma cuillère dryade. Et parce que là, du coup, dans la cuillère absinthe, tu gardes généralement cette forme-là, ce décor-là, j'ai envie de dire. Pour ce modèle-là, voilà, parce que tu as plusieurs modèles. Alors, ça, c'est le deuxième modèle. Ouais. La différence entre le premier et le deuxième modèle, c'est juste la décoration intérieure. L'extérieur, tout ce qui est le motif floral, qui reprend un bouquet d'absinthe, tout simplement. Ouais. Lui, il n'a pas changé. La troisième version, parce que je suis déjà sur des préparations de deux autres modèles de cuillère, ça ne sera pas ça du tout. Ah oui, tu vas totalement changer le système. Totalement. En faisant toujours une référence à l'absinthe ou Non, ce sera plus une référence culturelle à la ville et ses lieux connus, comme par exemple la chapelle ou. Ce ne sera pas la chapelle. Pas la chapelle? Tu veux pas dire?
Si, je peux très bien le dire. Il y en a une, ce sera pour le château de Joux. Ok, ah oui. Et la deuxième, sur Pontarlier, je ne sais pas si tu as vu ça, mais tu as la place Saint-Pierre. Ouais. Et tu as une belle statue. Ah oui. Voilà. Et j'aimerais bien justement mettre ça. C'est du travail, ça, pour faire une statue, ça va être très minutieux. C'est pour ça que je te dis, c'est 50% de travail, c'est le dessin. Ouais. Ça va être très compliqué. Surtout, faut bien le calculer pour pas que justement il y ait des morceaux où ça tombe en découpant, etc. Voilà. Ok. Ma foi, on a encore du travail avant d'arriver à ça. Donc du coup, ta cuillère, on va la faire en laiton. Parce que d'habitude, c'est en inox, c'est ça? Généralement, je la travaille en inox. Après, le laiton, c'est un laiton alimentaire. Donc dedans, il n'y a pas de produit qui va... Ok. Voilà. C'est même, il y a les casseroles en laiton qui étaient faites à l'époque, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. C'est un laiton qui fait du 1,1 mm d'épaisseur. Ok. Moi, mes inox font du 1,2 mm d'épaisseur. Ça change pas grand-chose. Bah, la plastique, c'est juste un peu plus mou, quoi. Ouais. C'est un peu plus, voilà, faudra pas t'amuser à t'asseoir dessus. Bon. Oui, mais en même temps, qui fait ça? Donc du coup, on va découper ça à la scie à métaux. On va découper... elles font déjà 150 de long. Elle fait déjà la longueur. Donc il n'y a pas besoin de... D'accord, ah oui. Tu les commandes déjà comme ça, du coup? Enfin, c'est la taille classique ou tu reçois des grosses plaquettes et tu les... Non, ça c'est une taille que je commande directement comme ça. Généralement, quand je fais faire des découpes, j'essaye de m'arranger pour avoir des dimensions qui me correspondent. Comme pour mes inox, je vais faire d'ailleurs j'en ai quelques-unes ici de plaques, 150 de long, 40 de large, comme ça j'ai plus qu'à prendre mon petit dessin, je découpe, je colle dessus, puis je découpe. Ok. Donc voilà, ça c'est la matière, on va découper 40 de large, à peine plus parce qu'on va s'amuser. Hop, 40 ici, tac, on tire un beau trait, hop. Ça, une fois qu'on a le trait ici, l'avantage que j'ai, c'est un petit établi qui contient un étau. Donc, ce qu'on fait, et que tu remarqueras qu'on est à peu près à la même longueur, c'est un peu à cause de cet étau-là que mes cuillères font 150 de large. Ah oui, d'accord. C'est même pas un choix personnel, c'est juste pas le choix. Bah, je pourrais faire plus long, je peux faire plus court, mais là, c'est juste que je me suis dit, tiens, ça tombe bien, donc, voilà, puis ça va sur les verres, ça tombe bien sur le verre. Puis même une cuillère standard, c'est à peu près cette taille-là aussi, donc... Autant faire avec, quoi. Puis il faut un peu de chance aussi quand tu crées, c'est ça qui est bien. Oui, c'est sûr. Alors là, on a une vieille scie. Attends, excuse-moi. 0,3, ça donne de la pub. Donc ça, c'est une vieille scie à métaux que j'ai récupérée en brocante, parce que je fais énormément de brocantes. Ouais. C'est pratique les brocantes. L'enclume, elle vient d'une brocante. Il y a pas mal de petites choses en matériel, donc il n'y a pas vraiment là, c'est plus... Mais oui, brocante, oui. Puis après, je vais te laisser... T'as déjà utilisé ce genre de bestiaux? J'ai déjà utilisé une scie, mais pas pour couper du laiton. C'est à peu près le même système. Alors, c'est à peu près le même système. Sachant que là, tu vas travailler... Alors, désolé pour ceux qui vont regarder, ça va faire mal au cœur. Il faut savoir une chose, c'est que ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'acier. Ouais. Je suis tourneur-fraiseur de formation. Ce que je vais te faire faire là, c'est une hérésie absolue. C'est-à-dire? Désolé à mes profs. Désolé, pardon, je m'excuse envers mes anciens professeurs d'atelier. Tu te confesseras ce soir. En gros, on va s'aider des morts de l'étau comme guide. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que tu vas bouffer la lame et ce qui fait que tu vas creuser les morts de l'étau. Mais bon, au moins tu coupes droit. Oui, vu comme ça. Donc là, à ce niveau-là, tu viens en travers. Et tu pousses. Eh ben allez. Je te laisse aller. Go travailler les bras. Mets ta main bien comme il faut, hein. Comme ça? Ouais. Quelle est la partie la plus difficile de ton métier? Eh ben, la partie la plus difficile, c'est la partie qui fait qu'on a un véritable couteau. C'est à ce moment-là où on va lui donner vie, réellement, c'est la trempe. Donc c'est le traitement thermique. Chaque acier, chaque métaux est travaillé différemment, donc a besoin
d'une attention différente. Si on l'a fait à la forge, il faut faire toute une série de revenus avant, de recuits. Enfin, il y a tout un processus de chauffe, de laisser reposer un certain temps, réchauffer pour détendre tout ça, parce qu'on lui a mis des contraintes hallucinantes dans l'acier, donc il faut détendre le tout. Après, il faut tremper. Donc on monte en température progressivement, arriver à une partie très très haute de température. Généralement, on est autour des 970 degrés à peu près. Okay. Durant tant de temps, généralement pour du XC75, c'est par millimètre, c'est 3 minutes. Ça, c'est la théorie. Ouais. Si c'est plus haut, tu brûles. Si c'est trop bas, tu ne trempes pas. Enfin, c'est vraiment une précision à respecter. C'est une précision hallucinante. Ouais. Et l'inox, c'est encore pire. Ah ouais. L'inox, c'est encore pire. Tu es à 1050, 1051 degrés, à 0,5 degrés près. Tu as brûlé ton acier, tu as brûlé ton inox. À moins, tu ne l'as pas du tout trempé. Ce que tu appelles tremper, c'est la température idéale de fusion? Alors, tu as le point de Curie qui, lui, va arriver... c'est la partie où ton acier n'est plus aimantable. D'accord. C'est un point de Curie. À ce moment-là, il faut chauffer encore à peine plus haut et il faut le refroidir brutalement. D'accord. C'est ça qu'on appelle la trempe. Quand tu le mets dans l'eau ou dans une autre... Alors, dans l'huile, c'est préférable. Okay. Parce que l'eau, c'est quand même brutal. C'est un refroidissement brutal, donc on évite. On prend de l'huile qui, elle, a une capacité d'absorption et de diffusion de la chaleur beaucoup plus apte à cette opération-là. Donc, on a des huiles spécifiques pour telle ou telle... C'est pas de l'huile de cuisson que tu as dans ta friteuse? Alors, moi, je travaille avec de l'huile de colza. Donc, je travaille quand même avec de l'huile végétale, naturelle. Mais il faut éviter tout ce qui est minéral. Les huiles minérales, ça fume de partout. Ah oui. Faut pas. Surtout pas. Si tu veux te brûler Si tu veux vivre la vie d'un fumeur de gitane sans filtre depuis 40 ans, trempe à l'huile minérale. Voilà. Mais faut pas. Surtout pas. Si on trempe dans de la neige, ça fonctionne? Ou de la glace ou... Alors, je sais que certains inox sont trempés à l'azote. L'azote liquide, mais alors trempé à la neige... qui est un des liquides les plus froids au monde. Ouais, c'est un traitement thermique qui est pour un certain style d'inox. C'est là, on tape du haut de gamme, de chez haut de gamme. Ouais. C'est pas ici que je vais le faire. Puis même tremper des inox, généralement, je ne peux pas le tremper ici, j'ai pas le matériel, donc je suis obligé de le sous-traiter. Ah oui. Donc j'ai un fournisseur qui me vend déjà mes aciers, chez qui je fais aussi sous-traiter mes inox. D'accord. Okay. Mais tremper à la neige ou à la glace, ça peut être marrant. En Norvège, allez hop. Je sais qu'ils font vieillir de la bière dans de la glace. Ça m'étonne pas vraiment que tu saches ça. Tu dis ça parce que j'ai... oui, un peu. Mais après, c'est une question intéressante. Je pourrais poser ça à mon fournisseur. Est-ce que c'est faisable? Je vais la finir, parce que là, c'est... Donc, à partir de maintenant, il faut mettre en place, alors comme tu le vois, l'atelier est tout petit, donc ce que je fais, c'est je joue à Tetris à chaque fois. Ouais. Je fais une opération, je bouge mes meubles, j'adapte. Je mets à chaque fois mon établi les choses que je vais utiliser, je les mets à chaque fois sur mon établi. D'accord. Là, vu qu'on va travailler essentiellement là-dessus, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai préparé un petit réo pour que tu puisses être à hauteur. En plus, tu l'as trop bien fait. Après, derrière, moi, ça va me... Te servir, oui. Ça va me resservir aussi, donc c'est pour ça que j'ai pas fait juste... C'est de la bricole. Tu serais surpris que dans les industries, ce genre de choses, ça, c'est de la bricole pour la journée. En industrie, c'est quelque chose qui serait quasiment validé dans un atelier de mécanique. Tant mieux alors, on valide le travail. Et là, les amis qui sont
bijoutiers, orfèvres, et ben, ils vont reconnaître le matériel, puisque c'est comment dire... J'essaie d'imaginer à quoi ça peut servir. Ça, c'est l'outil principal de tout bijoutier. Ah, je sens que je suis bon là. Oh, you touch my tra-la-la. Oh. Non. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ouais. C'est pas encore tout à fait ça, mais tu commences à avoir l'idée. Alors, je vais te montrer parce que sinon on va y passer la journée. Je crois que c'est plus long de mettre en place ça que de couper. Regarde, t'as un posage tout simplement. J'étais presque. Bah ouais, je te dis tout à l'heure, t'étais pas loin. Comme ça. C'est à peu près l'idée. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va se servir justement de cet empattement pour venir y placer et découper la cuillère. Sachant que c'est une scie assez... Ouais, tu mets pas tes doigts devant, ouais. Si tu veux perdre un doigt, il y a... Oh, je vais éviter, ouais. Ça coupe très très bien. Ça coupe très très bien. C'est une scie qui est un peu spéciale à utiliser puisque c'est une scie qui va se travailler de haut en bas. Un peu dans l'idée de la scie à ruban. Donc, quand tu viens travailler là, faut mettre vraiment les doigts. Tu commences déjà à faire une petite marque. Allez. Et après, plus tu vas venir ici. Voilà. Donc, en gros, tu vas doucement. Tu évites au maximum les vibrations. Ah ouais. Alors, viens pas la bloquer non plus. Mais là, ouais, c'est pas trop mal. Et quand tu veux tourner, c'est ta pièce que tu tournes. Tu vas tout doucement et c'est pas la scie. D'accord. Quelle est la partie la plus satisfaisante du métier? Oula, alors la partie la plus satisfaisante, c'est aussi la partie la plus triste. Quand tu dois abandonner ton couteau. Ouais, très clairement. Parce que tu as passé des heures et des heures de fabrication, tu as quasiment, c'est pas un secret, tous mes couteaux ont au moins une petite goutte de sang sur leur lame. Ça rajoute du fer. Je me coupe à chaque fois avec tous mes couteaux, donc c'est une partie de ton âme que tu as fait, que tu as mis dans un objet. Tu es heureux de l'avoir fini. Ça, c'est extrêmement satisfaisant. Ouais. Et quand tu as une personne qui vient, qui te dit ça, je l'achète parce que ça me parle, c'est encore plus satisfaisant. Par contre, le fait de le mettre dans sa boîte, dans son sac, de le donner, de le voir partir, ouais, c'est... Pour certains, j'en ai un ici, j'en ai un ici, le jour où il part, je peux dire que je vais pleurer. C'est lequel? Tu veux bien le montrer? C'est mon couteau à absinthe. Ah oui, c'est encore bizarre, mais on tourne encore à l'absinthe. Bizarrement, comme par hasard. Ouais. Mais, tu veux qu'on aille... Oui. Hop. Alors voilà. Celui-là, le jour où il part, je peux dire que... Avec la petite bille d'absinthe, du coup, qui est là. Oui. Donc c'est une amie qui est souffleuse de verre de manière traditionnelle. Hein. Elle souffle à la bouche, qui m'a fabriqué ça. Et avec, du coup, il représente un fusil à silex, en gros. Un pistolet silex, silex bien sûr, avec le chien qui est juste là. Ouais. Et c'est un modèle Navarra, donc c'est un modèle espagnol. D'accord. Voilà, c'est quoi qui représente du coup le côté espagnol? C'est le fait qu'il soit arrondi? Non, c'est vraiment le modèle, c'est le système de fermeture. Ah d'accord, voilà. Ok. Les modèles Navarra, les couteaux Navarra ont le ressort qui est sur le dos. D'accord. Qui vient en boucle de ceinture accrocher la lame. Okay. Et généralement, c'est une petite boucle qu'on vient ici, parce qu'on a la partie qui revient faire une boucle, on met un anneau et on vient le lever à la main. Ok. Là, la différence, c'est que... Ouais, tu soulèves par le dessus. Le côté. On soulève ici. Ok. Je fais des belles traces. Il va falloir que je reponce et puis que je regraisse tout ça.
Mais voilà, ça c'est le couteau le plus... Et c'est celui dont tu es le plus fier aussi? Ouais. Bah, on est 5 artisans à avoir travaillé sur ce projet-là, pour les absinthiades de Pontarlier qui ont eu lieu le 4 et 5 octobre en 2025. Et j'ai un artisan qui, lui, a travaillé donc, la partie fiole. J'ai un deuxième artisan, Marc, qui a fait l'absinthe, qui est dedans. Ouais, du coup. Donc on est déjà à 2. Donc j'ai un troisième artisan qui m'a fait le cuir. Le cuir qui... Alors, ça, je vais te montrer. Par contre... Ah. Hop. Voilà. Ah oui, le cuir de la pochette. Donc, j'ai un artisan qui m'a fabriqué, donc c'est Odou Cuir, donc Thomas, qui m'a fabriqué la pochette pour le couteau. Ouais. Donc, qui est dedans avec le verre. Un verre, 2 sucres, un pendentif. Donc, c'est un verre modèle Pontarlier. Hein. C'est pas un verre, c'est le vrai verre d'absinthe, le véritable. Ok, ah oui. Donc c'est censé ressembler à ça, le pur. Le pur, c'est celui-ci. Ok. Il y a la cuillère, évidemment, la cuillère Dryade qui va avec. Bien sûr. Et tu remarqueras que le vrai verre Pontarlier, la cuillère a été faite spécifiquement pour ce verre-là et pas pour l'autre. Ok. Donc tout ça est justement la fée verte en pendentif. Ok. Donc du coup, en tout, tu as donc une personne qui a travaillé sur l'absinthe, une sur la petite bille, toi qui as fait le couteau et le cuir de la pochette. Ouais, mais je t'ai dit qu'on était 5. C'est vrai, il manque une personne. Qui a fait quoi? J'ai Heidi qui est une illustratrice, Heidi, qui m'a fait justement la fée verte qui est là-haut. Okay. Voilà, donc c'est Heidi qui m'a fait un magnifique petit tableau qui accompagne le tout. Alors maintenant que ta cuillère est débitée, maintenant que tu as sorti la forme, tu sens sur tout le contour de ta cuillère. C'est tout granuleux, tout pas à toucher. Donc je t'ai sorti un petit jeu de lime aiguille, et ben tu vas t'amuser à prendre les limes. Et puis les limes, tu les prends toutes en même temps? Ouais. Tu connais Zoro de One Piece? Ouais. Une lime dans la bouche, une dans chaque main. On fait ça avec. Et puis voilà, quoi, c'est le but maintenant. Bon, elles sont un peu... Oui, un peu crades. Ouais, bah écoute, ça... Ça se voit que tu travailles. Hein. Merci. Après, je prends celle-là au hasard, mais... non, mais c'est bien. Peu importe, c'est très bien. Et donc, après, bon, tu t'amuses à venir ici, puis à limer. Le but, c'est vraiment de enlever toutes les petites aspérités. Ouais. De faire lisse et de faire beau. Et surtout, d'enlever... Toi, tu sens toutes les bavures, là. Ah oui. Ça accroche, ouais. Ça, faut plus. Faut enlever. Donc, tu te mets comme ça, et hop, go. Voilà. Puis alors là, toi, on a même le temps de... Alors, prends plus sur la partie plate pour ces parties-là. Et la partie ronde c'est pour les... Voilà. Okay. Et pareil, t'as pas besoin de vraiment forcer. C'est... Okay. Pareil, toi, tu l'entends au son, ça vibre. Ouais. Faut pas. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que je dois faire comment si ça vibre? C'est juste qu'il faut que je le tienne mieux. Voilà, tu la tiens plus proche plus proche où tu limes. C'est juste ça. Au fil des années, les différents couteaux, ils ont inspiré le slogan de mon entreprise. Ah ouais. Ouais. C'est les lames du comté. C'est artisanal, original et personnalisé. Ouais. C'est un petit jeu de mots avec l'acronyme AOP. Oui, c'est pas beau. Ok, ouais, c'est marrant. Voilà, vu que le comté, AOP... Oui, bah oui. D'ailleurs, le comté, je crois que c'est le comté qui a failli plus être AOP, non? Il y a eu des petits micmacs. Le premier AOP de France qui perdait son AOP, ça aurait été... ça aurait été un scandale. Totalement. Donc, bon, après, même si le nom, les lames du comté, n'est pas du tout tiré du fromage, mais... oui. Bref. Et puis là, vu qu'on est là sur cette partie-là, est-ce que tu sais pourquoi la cuillère à absinthe, c'est une cuillère à absinthe? Pourquoi on n'utilise pas, je sais pas, une cuillère à café ou une cuillère à thé parce que quand on prépare l'absinthe, on fait couler de l'eau sur du sucre
Et du coup, faut quelque chose dessus qui soit trouvé. Après, effectivement, ça pourrait être un chinois de cuisine ou un truc dans le genre qui passe au travers. Donc, pourquoi une cuillère exactement? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il faut aborder 3 angles de vue différents pour comprendre pourquoi une cuillère à absinthe, c'est une cuillère à absinthe. Il faut déjà comprendre pourquoi on utilise une cuillère. Comme tu l'as dit, c'est pour sucrer son absinthe. Ouais. En fait, dans les années fin 1700, début 1800, quand l'absinthe apparaît, c'est un alcool très fort, hein, l'absinthe, qui a plus de... aujourd'hui, c'est 68 degrés pour une absinthe verte. Et c'est une boisson amère. Oui. Ce qui fait que pour la boire, il faut casser l'amertume. Pour le principe de mélanger après. Avant, on mettait du sirop de glucose et on venait avec une cuillère mélanger, effectivement. D'accord. Mais vu que c'est un alcool fort, l'alcool, si tu lui ajoutes une dose de sucre d'un coup, ça va pas se mélanger. L'alcool, il aime pas le sucre. Ah d'accord. Et l'alcool, non, il va pas assimiler le sucre. Il va pas du tout absorber le sucre. Donc, c'était pas optimal. Prends un peu plus à ce niveau-là, ça vibre à fond. Pardon. Et du coup, il faut attendre les années... c'était en quelle année ? 1870, 1875, dans ces eaux-là. L'invention du sucre en morceaux. Ah oui. Ah oui, c'est un truc de fou. Hein, mais, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais oui. Et on arrive avec le sucre en morceaux et on se dit, tiens, on va faire quelque chose pour notre absinthe. Ah bah oui, évidemment. Donc on trouve la fameuse technique de la cuillère percée pour, juste comme tu m'as dit, poser le sucre et le faire fondre. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, comment ? Ça, c'est le deuxième angle de vue qu'on va prendre pour comment on s'en sert de cette cuillère, parce que ça a l'air bête. C'est particulier, oui. Enfin, ça a l'air bête. Et comment on s'en sert, puis comment ça fonctionne. Et c'est assez intéressant dans ce sens-là, parce que tu prends ta cuillère, tu la mets sur ton verre, tu mets ton sucre dessus, tu fais fondre ton morceau de sucre avec un goutte à goutte d'eau fraîche. Ça, c'est le principe, c'est la tradition, c'est le service traditionnel. Il faut trouver un juste milieu entre tes perçages et tes parties pleines. Ouais. Parce que si ton sucre, il y a trop de parties pleines, ton eau, elle va faire fondre ton sucre, ça va rester dans la cuillère, et au final, tu fais un sirop de glucose. Oui. Donc ta cuillère, elle te sert à rien. Et à l'inverse, si tu as trop de parties ouvertes, trop de parties percées, ton sucre, quand il va fondre, tu as des gros morceaux de sucre qui vont tomber au fond. Et du coup, c'est pareil, tu as un apport de sucre trop important qui vont tomber dans ton verre, ton alcool ne va pas l'assimiler. Donc c'est le comment la cuillère fonctionne, c'est un juste équilibre entre les parties pleines et les parties vertes, ouvertes, je veux dire. Et je te parlais tout à l'heure de l'heure verte. Ta cuillère, c'est un sablier. Ça fonctionne de la même manière. Ton sable dans ton sablier, grain par grain, tu mesures ton temps, il fonctionne. Si tu as tout ton sable qui tombe d'un coup, ton sucre qui tombe d'un coup, ça fonctionne pas. Et vice versa, tu n'as aucun grain qui tombe, tu mesures pas ton temps, il ne sert à rien. Heure verte, cuillère, sablier, c'est génial quand même, parce que c'est vraiment technique, on ne croirait pas comme ça, mais c'est super intéressant. Et la dernière partie, justement, pour comprendre pourquoi une cuillère, c'est ça, c'est pour qui ? Pour qui on fait une cuillère à absinthe ? Si on remonte à l'époque, du coup, je dirais pour la haute société. Non. Non, je sais pas. Alors, si tu l'as fait pour un distillateur, ouais. Il va accompagner sa bouteille d'absinthe avec une cuillère. La cuillère devient un objet publicitaire. Généralement, on va lui mettre le nom Cuvier, Guy, Pernod, Montrieux, plein. Voilà. Et généralement, un distillateur a sa cuillère. Si tu l'as fait pour un bar ou un restaurant, ta cuillère absinthe, elle devient un outil de service. D'accord. Donc là, l'outil de service, peu importe la décoration, il faut qu'il soit fonctionnel. Peu importe la décoration. C'est ce que tu vas trouver dans le commerce. Tu vas la faire, par exemple, pour un collectionneur qui, lui, va avoir plus l'attrait historique. Donc, il va rechercher les anciennes cuillères, celles qui ont été faites il y a bien, bien longtemps.
et il va les collectionner, il va les mettre en valeur. Ici, aux lames du comté, on va plus être du côté artistique, c'est-à-dire qu'on va plus voir le côté unique, pièce totalement identitaire, c'est-à-dire qui est différente et originale, d'où l'artisanal original et le personnalisé. Ouais. Là, on est typiquement sur du personnalisé. Ta cuillère, aujourd'hui, elle répond à ces 3 critères. Elle est artisanale, elle est faite à la main. Elle est originale, c'est toi qui l'as dessinée, il n'y en a pas 2. Elle est personnalisée, c'est toi qui l'as faite. Ok, ah ouais. Toi, c'est compliqué quand même beaucoup de nuances, ouais. Pour un simple objet, un objet commun. En soi, tous les objets ont une histoire. Faut bien que quelqu'un les écrit un jour, pourquoi, du comment. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. C'est bon? T'as pensé? Je pense. Et on passe à la suite. Tu veux pas vérifier avant Oh, je te fais confiance. Hein. Comment te vient l'inspiration pour tes couteaux? Telle est la question. Bonne question. L'inspiration, elle vient d'un peu tout et n'importe quoi. Ça peut venir d'un jeu vidéo, ça peut venir d'un roman, ça peut venir d'une série, d'un film. Là, quand on regarde la plupart de tes couteaux qui sont en vitrine, c'est surtout en référence à la nature, des animaux qu'on peut trouver aux alentours. Oui. Des vaches, des chamois, un buffle. Un buffle, ouais. Lui, il se trouve pas trop dans la nature en Franche-Comté. On a du bison, pas loin. Moi, j'en ai jamais vu encore jusqu'à maintenant. Pourtant, je fais souvent des randonnées dehors, mais j'en ai jamais vu. Ah bah, il faut aller au... du bison ou bison, peut-être? Bison, avec un B, comme Bernard. Bison, non, je crois pas en avoir déjà vu. Ah bah, il faut aller à côté de nous, il faut aller au parc polaire. Oui, c'est ça aussi, ouais. Mais du coup, oui, mes inspirations viennent un peu partout. Là, c'est vrai que c'est beaucoup végétation, beaucoup animaux. Pourquoi? Parce qu'on est en Franche-Comté, on a le Jura pas loin, le Doubs, on parle beaucoup du Jura, mais le Doubs, on n'a rien à envier au Jura, hein. C'est tout aussi beau, tout aussi sauvage et tout aussi beau. Donc c'est ma priorité en termes d'inspiration, de source d'inspiration. Mais derrière, j'ai fait un couteau avec milieu sous les mers. Le roman de Jules Verne, j'ai fait un couteau inspiré de ça. Donc la lame était en résine, avec une âme, le tranchant en acier forgé. Tout le couteau était en résine, avec tous des petites incrustations florales dedans, pour faire penser justement à une vague qui arrive sur la plage. D'accord. Et il était présenté dans un coffret en sable de plage. Oh, c'est marrant ça. Bah ouais. Donc, on en est rendu à ceci. Donc, j'ai limé tout ça. Ouais. Et donc, tu m'as sorti une magnifique enclume minuscule, toute mignonne. Ouais. J'aime beaucoup. T'as vu ça? Je trouve ça trop classe. En cale-porte. Ah non. Bah, celle-là, c'est une petite enclume que j'ai trouvée dans... c'est pas une brocante. Enfin, si, c'est une brocante, mais fermée. Tu sais, c'est pas les brocantes du dimanche genre matin. De marché. Non, justement, c'est un bâtiment qui fait brocante. Un brocanteur. Ah oui, d'accord. Brocanteur professionnel. Genre un peu comme Emmaüs. Dans le style. Ouais. Donc elle me sert à plusieurs petites choses, notamment à pointer. Et c'est ce qu'on va faire là. Pointer, ça sert à faire un marquage pour que ton forêt, quand tu vas venir percer, puisse passer plus facilement. Il vienne être guidé. Parce que là, avec le forêt, on va faire quoi en fait? On va percer un trou au milieu pour ensuite pouvoir couper correctement. Eh ben, si on fait pas de trou, si on perce pas, comment tu vas faire? Ouais, c'est ça. Ensuite, tu fais passer ça. Ah oui, d'accord. Ça, tu peux enlever la lame et ensuite tu la glisses dedans. Ok. Exactement. D'accord. Ok. Donc, on va faire plusieurs perçages. Donc, il faut faire plusieurs marquages. Ok. Et alors, est-ce que tu as déjà utilisé un pointeau automatique? Non, mais j'ai l'impression que ça ressemble au truc de sécurité pour casser les vitres des voitures quand tu fais un accident. C'est ça, t'appuies. Je peux le faire là-dessus? Ouais. Ok, faut appuyer très fort. Ok. Donc là, par exemple, j'en fais un là, j'en fais un pour chaque endroit. T'en fais un pour chaque perçage. T'en fais un pour chaque perçage. Ok. Centre-les bien. Hein. Il faut bien que ce soit au milieu? Ouais, centre-les bien. Là, il est bien. Là, il est bien. Là, il est bien. Ok. Mais centre-les bien quand même, parce que derrière, il va falloir... Par exemple, là, je peux le faire là? Ouais. Là, tu fais celui-là, tu fais le nez aussi. Attends, parce que là... Ah oui, merci. Si t'es en dehors de... Tu vas pas faire grand-chose. Et pareil de l'autre côté. De l'autre côté, là? Ouais. Centre-le bien. Tu vois, t'as déjà 3 perçages qui sont présents, là.
Là, regarde. Là, c'est un perçage. Ça, c'est un deuxième perçage. Ça, c'est des choses que le forêt va travailler pour toi et pas la scie. Donc au centre de la bulle, en fait. Ouais. Tout est marqué. J'ai l'impression, oui. Ça me paraît bien. Maintenant, on va venir sur la petite perceuse à colonne et on va faire du perçage. Et pour ça, on va prendre le plus petit forêt que j'ai. On met ça sur une cale et on va venir percer gentiment, pièce par pièce. Ok. Le bouton on-off est là-haut. Ok, ça c'est la sécurité. Ça c'est la régulance, voilà. Donc là d'abord je me place bien au-dessus. Tu te places bien au-dessus. Ok. Tu lances la machine. Et voilà. Prends un peu plus haut. Voilà. Et après tu vas tout doucement, vraiment tout doucement descendre. Voilà. Et là. Hop, on est bon. Là, tu remontes. On passe. Alors, tu ne souffles pas. J'allais le faire. Non, tu ne souffles pas et tu n'enlèves pas avec les doigts parce que là, tu fais du copeau. Donc, qui dit copeau dit couper. D'accord. Ah oui. Oui, c'est pinceau. Même si c'est tout petit, même si c'est vraiment tout petit, tu te dis, bon, il n'y a aucun risque, il n'y a rien du tout. Ouais, je viens à peine de me planter le doigt, oui, effectivement. Voilà. Un copeau ne s'enlève jamais à la soufflette. Ne s'enlève jamais à la main, s'enlève toujours au pinceau. Ok. Ça, c'est une base de sécurité la plus basique possible. Ok, ouais. Et ben, je te laisse faire tous les autres perçages. En lançant la machine, c'est mieux. Ouais, non, mais juste pour me mettre à peu près, je préfère. Alors là, c'est pareil, il y a un truc. Je parle de sécurité il y a 3 secondes, mais... Ah bah bravo. Voilà. Toi, par exemple, ça, c'est le genre de choses qui, à l'école... C'est quoi, c'est dans les experts Miami où ils font... Encore une fois, désolé... Désolé, mes anciens professeurs. Ah, tu vois pourquoi tu as des lunettes? Ah vache, ouais. Tu peux couper. Donc là, c'était quoi? Alors, là, c'est la pointe du forêt qui a pété. D'accord. Comprends-tu pourquoi le besoin des lunettes? Ouais, ça m'a reflé là, ouais. Et pourtant, toi, c'est pas scénarisé. Hein. Bon, ben, le forêt est HS. On en prend un deuxième. Mais ça, c'est normal. Enfin, c'est l'usure à force avec le temps. Ouais. Oui, oui. Après, j'espère que ceux-là vont couper le laiton parce que c'est pas du... Ça, c'est du forêt plastique. Quelles sont les plus grandes difficultés quand on débute? Que ce soit toi ou une expérience que tu as déjà connue d'un autre coutelier? Alors, pour mon cas, je ne peux pas parler pour les autres. Comme je t'ai dit, chaque coutelier, chaque forge est totalement différent. Mais pour ici, pour les lames du comté, la première grande difficulté, vu que je suis autodidacte, dans la coutellerie et tout ça, même si j'ai appris au fur et à mesure, mais c'est de réunir le matériel, d'avoir du bon matériel. Encore aujourd'hui, j'ai un matériel qui est entrée de gamme, qui n'est pas encore au top du top. Donc c'est déjà ça, et apprendre à s'en servir. Oui, moi ça j'imagine que ça doit être assez compliqué. Trouver les techniques aussi, parce que du coup tu as appris tout ce qui est couteau, même la cuillère absinthe en autodidacte, personne t'a expliqué, donc vraiment trouver comment faire tel ou tel truc, les formes, etc. Ok. Donc... Après, on prend le renseignement là où il est, soit chez les professionnels qui, eux, le font, soit YouTube. Ouais, en vrai, c'est pas si inutile que ça, c'est plutôt efficace même. Parce qu'il n'y a aucune école de Alors, on a des formations sur les fabrications d'outils coupants. Ouais. On a des formations sur l'aiguisage. Mais de la fabrication même de couteaux, à part aller chez un coutelier, un fabricant de couteaux... Ouais, c'est ça, c'est vraiment... c'est compliqué. Aller chez l'artisan et apprendre avec lui en stage ou en formation. Dans le prochain épisode, on passera à la découpe intérieure de cette magnifique cuillère, le pliage et enfin la découverte d'un endroit que Julien qualifie de magique. Et il y aura également un petit concours pour gagner une réplique de la cuillère, alors soyez au rendez-vous.